Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Banous, on va faire le point sur comment faire de la publicité tout en respectant la vie privée avec notre invité Laurent Nicolas. Alors est-ce que dire ça sous-entend que la publicité ne respecte pas la vie privée sur un ton un petit peu provoque? On va voir ça donc avec notre invité. Bonjour Laurent, merci pour ta participation au podcast Banous. Avant de commencer et donc de répondre à cette fameuse question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, donc je m'appelle Laurent Nicolas, je travaille dans la tech depuis maintenant 24 ans, avec une première expérience à faire des panels de mesure d'audience, une société qui s'appelait NetValue, qui a été rachetée par Nielsen, et on verra que ça a son intérêt un peu plus tard dans la discussion. Et ensuite, j'étais le cofondateur, CEO d'une boîte qui s'appelle Alenti, et chez Alenti, en fait, on a été les premiers au monde à mesurer la visibilité de la pub, donc on a développer une technologie pour savoir si les pubs étaient visibles. Et à l'époque, en 2007, c'était vraiment révolutionnaire. Et donc, on a développé cette boîte et on l'a revendue à AppNexus en 2014, où je suis resté pendant quelques années. Et là, maintenant, j'ai recréé une autre startup avec un peu la même équipe, avec le même cofondateur. Donc, moi, c'est Laurent Nicolas. Lui, il s'appelle Nicolas Thomas. Et donc, on a créé Implicit en 2020. Pour faire ça fait un peu la synthèse de toute notre expérience et c'est surtout pour s'attaquer à un problème majeur de l'industrie qui est la disparition des datas. D'accord. Écoute, très clair. Alors justement, le sujet de l'émission, c'est faire de la publicité tout en respectant la vie privée, faire de la publicité même sans data. Est-ce que tu peux nous faire un bref panorama de l'état, la situation actuelle? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on remonte vraiment à la préhistoire de l'Internet, on avait dans les années 98-2000 des panels de mesure d'audience pour faire un peu ce qu'on fait dans les autres médias en télévision. Médiamétrie fait des panels pour mesurer la télévision. Et donc, la publicité s'achetait comme ça sur la base d'informations statistiques. Puis sont arrivés les datas et portés par une technologie qu'on appelle le cookie tiers qui permet d'échanger de la data. Et ça fait un peu le succès de l'Internet ciblable avec des data utilisateurs, des retargeting à la Criteo, etc. À partir de 2018, on a commencé à avoir une brèche dans cet édifice parce que le RGPD est arrivé, il a fallu demander des consentements et ensuite les navigateurs se sont engouffrés dans cette petite brèche et ont dit en fait les cookies tiers permettent d'échanger de la donnée mais l'utilisateur n'a pas de contrôle, etc. Donc entre Safari, Firefox et le RGPD, on a eu progressivement une baisse du pourcentage de publicité associée à de la data. Et aujourd'hui, on a fait une étude avec Xandr à ce sujet, on a à peu près une pub sur deux seulement qui a de la data associée. Ça veut dire que déjà la moitié des pubs qui sont en vente sur Internet n'ont pas de data associée. Et la tendance va continuer puisque Google a annoncé que Chrome allait arrêter les cookies tiers en 2023. Ouais. Donc ça va se faire progressivement sur 2023, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une baisse à partir de mi-2023 jusqu'à la fin de l'année pour ne plus avoir du tout de cookies tiers. Tu fais la distinction donc de la publicité avec et sans data. Est-ce que ça revient à dire de faire de la publicité avec ou sans consentement ? Alors, la data est la résultante de deux conditions sine qua non. Il faut avoir le consentement et souvent un identifiant associé. Donc en fait, au final, on a deux raisons pour lesquelles qui viennent se cumuler, pour lesquelles on n'a pas de data sur une pub. Donc les deux sont vraiment importants aussi, autant l'un que l'autre. Peux-tu nous définir finalement ce que c'est que de la publicité sans data ? Alors la publicité sans data, ça va être, si on veut être plus précis, ça va être de la publicité sans data utilisateur. Mais en fait, quand on n'a pas de data utilisateur, on peut quand même avoir du ciblage. Pour moi, et je pense pour tous les gens de la pub, il n'y a pas de publicité sans ciblage. Sinon, on ne va pas balancer des tracts par avion sans aucun ciblage, ça n'a aucun intérêt économique. Donc, il faut qu'il y ait du ciblage.
En revanche, la data utilisateur, elle se raréfie. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais il va y en avoir beaucoup moins. Les estimations, on sera peut-être entre 10 et 20% de publicité avec data utilisateur après la fin des cookies tiers de Chrome. Ça sera la data first party ou des ID et des gens qui sont logués avec leur email, etc. Mais ça restera un pourcentage réduit. D'accord. Donc ça veut dire que la grosse majorité s'achètera sur ce qu'on appelle le contextuel. Des informations contextuelles. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être toutes les infos qui ne dépendent pas de l'individu. Donc ça va être, par exemple, dans le web, la page où s'affiche la publicité. Ça peut être aussi l'heure dans la journée, le jour de la semaine, des informations, le navigateur, le type de navigateur, les langues du navigateur, il y a des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la publicité contextuelle qui n'a pas besoin d'informations sur l'utilisateur. Donc c'est ça qui va permettre, qui sera le seul moyen d'acheter de la pub ou de vendre de la pub, parce que les régies sont aussi les premiers concernés, à partir de 2022 déjà, 2023, 2024, etc. Pour schématiser, donc il y a le contextuel et le ciblage, donc avec de la data personnelle, first party, ce que tu expliquais. L'argument de la partie adverse, il est super connu. Il dit oui, mais moi, avec ma data, mes campagnes sont plus performantes. Est-ce que finalement, c'est toujours vrai ou vous arrivez, avec du contextuel, à atteindre des performances identiques ou supérieures ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Alors en fait, il y a plein de critères de performance. Et le premier critère, ça va être de réussir à livrer les volumes qu'on veut livrer. Quand je dis qu'aujourd'hui, il y a une pub sur 2 qui n'a pas de data, ça veut dire qu'il y a déjà des volumes qui sont divisés par 2 quand on utilise la data. Et ça veut dire aussi qu'il y a un internaute sur 2 qu'on ne peut pas toucher si on veut avoir de la data. Ça, du point de vue d'un annonceur qui raisonne en couverture sur cible, donc quel pourcentage de ma cible je peux toucher, lui dire qu'il y en a déjà la moitié qui ne peut pas toucher, déjà, en termes de performance, ce n'est pas terrible. Donc, deuxièmement, la performance va prendre différentes formes. On va avoir, nous, on va travailler sur des cibles. Donc en fait, on identifie une cible, soit sur des critères sociodémographiques, donc des hommes, des femmes, des tranches d'âge, des niveaux de revenus, d'éducation, etc., présence d'enfants dans le foyer, donc plein de critères comme ça, ou par son comportement. Et comment on a de l'info sur le comportement et comment on a de l'info sur les profils, c'est parce qu'en fait, on a un accord avec Médiamétrie et on utilise ce qu'on appelle le panel d'audience de Médiamétrie. C'est là où je fais un lien avec mon expérience de 98-2005. Le panel de Médiamétrie, c'est 25 000 personnes recrutées par Médiamétrie, strictement représentatives de la population internaute, et qui installent un logiciel sur leur ordinateur, leur tablette, leur mobile. Et ce logiciel, qu'on appelle un metteur, va enregistrer toute leur activité, URL par URL, horodatée à la seconde, pendant combien de temps, toutes les applications qu'ils utilisent sur leur mobile, etc. Donc ça veut dire que cette masse d'informations, nous, on y a accès et on est capable d'aller identifier une cible, donc un annonceur qui dit je veux envoyer de la pub à des femmes intéressées par le sport, par exemple. On va regarder dans le panel les femmes et on va regarder celles qui ont un intérêt pour les sites de sport, etc. On identifie cette cible-là et à partir de là, on va être capable de regarder sur quelles URL cette cible est la plus surreprésentée. Alors évidemment, on peut la trouver sur des sites de sport féminin, mais on peut la trouver aussi sur plein d'autres sites. Et c'est là où, en fait, la notion de performance, en termes de ciblage, elle va être importante. C'est-à-dire que si on parle de performance et qu'on veut mesurer est-ce que j'ai touché ma cible, nous, c'est le cœur de notre système. On va maximiser le pourcentage de pubs qui touchent la cible. Donc si c'est ça le critère de performance, on peut être super performant et on a une mesure qui est beaucoup plus proche de la data. Je m'explique. On travaille au niveau d'individus et pas au niveau de cookies. D'accord. Donc c'est vraiment différent. S'il y a un post qui est utilisé par 4 personnes comme chez moi, en fait, on n'a pas les mêmes individus sur un seul cookie. D'accord. Donc la data était... On la croyait parfaite, en fait elle ne l'a jamais été, mais on faisait une grosse approximation. Donc on va avoir cette information-là, et nous en fait, comme on cherche à maximiser les impressions sur cible, sur ce critère, on va être super bon. D'accord. Derrière, on peut mettre aussi de la visibilité, de la complétion, donc d'autres critères de performance. Et puis après, il y a la question des clics. Où si on a bien défini la transfo, et globalement, nous ce qu'on dit, c'est si vous avez bien défini la cible que vous voulez toucher,
nous, on va permettre de faire un facteur x2, x3, x5, x8 sur le pourcentage de pubs qui touche votre cible. D'accord. Donc derrière, les performances, elles vont aussi s'améliorer d'un énorme facteur. D'accord. Donc on a des perfs qui sont au moins aussi bonnes que ce qu'on avait avec de la data, mais juste en contextuel. En contextuel. D'accord. Un annonceur qui souhaiterait lancer une campagne en contextuel, si tu avais 3 conseils à lui donner. Alors, déjà, bien définir la population qu'il souhaite toucher. D'accord. Et dans quel but. Mais ça veut dire que il va t'indiquer, par exemple, je vends des voitures, je vais te dire, moi, je voudrais être présent sur des blogs auto, c'est des choses comme ça. Enfin... Alors, souvent, les annonceurs, ils raisonnent en persona, en marketing. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un acheteur type. D'accord. Donc, ils vont dire, ça va être un homme urbain de 50 ans. D'accord. Par exemple. Donc et ça, toi, c'est avec le truc, le panel médiamétrie, tu peux savoir les URL qui représentent, par exemple, ce persona. Exactement. Et après, donc moi, je vais savoir ça. Je vais lui dire, deuxième chose, de ne pas hésiter à s'ouvrir en fait un peu l'imagination. Parce que après 10-15 ans avec des datas, les datas se collectent avec des pixels. Il faut mettre des pixels sur des sites pour avoir de l'info. Notre approche avec un panel, on a une vision exhaustive de tout le comportement de l'internaute. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre des pixels à droite à gauche. Et donc, on est capable d'aller recueillir de l'information sur des sites qui n'accepteraient pas des pixels. Je sais pas, des sites gouvernementaux, des sites d'ONG, etc. D'accord. Voire des sites de concurrents. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est capable de définir des cibles beaucoup plus précisément, ou beaucoup plus intéressantes qu'avec des datas. Donc, deuxième conseil, je lui dirais de laisser libre cours à son imagination pour trouver exactement qui il veut toucher. Ok. Et s'il faut un troisième conseil, derrière, comme tout le monde, il faut bien définir ses KPI et voir comment les mesurer. Donc là, nous, on fournit de la mesure sur l'atteinte de la cible. Et ensuite, on a des algos pour aller faire des optimisations, etc. Donc ça, on rentre dans un mode normal. Ok. Est-ce que tu aurais des ressources à partager pour progresser sur cette thématique ? Alors, je vais pas faire de la pub pour la boîte, mais je vais juste faire de l'information. Il y a un blog sur le site d'Implicite dans lequel j'écris pratiquement un article par semaine depuis la création de la boîte en 2020. Okay. C'est pas des articles promotionnels, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler ici. C'est pas je ne parle jamais des produits, je ne parle jamais, ce sont que des réflexions sur le marché, sur la place de la data, sur les limites des cookies, sur la gestion de la répétition. C'est quelque chose de très important. J'ai écrit 5 articles rien que sur la répétition. En disant voilà pourquoi le capping n'est pas une gestion de la répétition, qu'est-ce qu'on va appeler une audience utile, etc. Donc c'est plein de ressources et c'est uniquement des choses que je ne lis pas par ailleurs. Et je me dis, c'est un sujet intéressant, je l'ai lu d'une part, donc j'écris dessus. Okay. Et je partage énormément d'infos, donc vous pouvez taper dedans sans hésiter. Écoute, merci beaucoup Laurent pour ta participation. Merci, Laurent. À cet épisode de Banous. Merci à vous d'avoir visionné cet épisode. Il faut liker, partager et même commenter sur les différentes plateformes, qu'elles soient audio ou vidéo, et puis retrouver toutes les infos sur banous.com. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.